Bonsoir. Je crois que je suis un petit peu en désaccord avec Daniel Pipes et Guy Millière. Je pense qu'il y a actuellement une révolution en cours dans le monde arabe, qu'il y a une révolution en Tunisie et qu'il y a une révolution en Égypte. Mais, contrairement à ce que pensent spontanément la plupart des gens, en France certainement, en Europe, peut-être dans tout l'Occident, je n'ai pas le fétichisme du phénomène révolutionnaire. Nous vivons dans un pays où la fête nationale, c'est la fameuse prise de la Bastille, et donc nous croyons que lorsque le peuple se révolte, lorsque le peuple prend d'assaut une forteresse, et lorsque le peuple coupe des têtes et les met au bout de pique, cela va nécessairement dans le bon sens. Je pense personnellement qu'il y a des révolutions qui sont allées dans le sens de la liberté et il y a d'autres révolutions qui sont allées dans le sens de l'oppression. Dans les deux cas, il s'agissait d'une révolution. Le peuple se révoltait, renversait un pouvoir, il y avait un nouveau pouvoir qui se créait pendant quelque temps. C'était réellement le peuple qui dirigeait la suite des événements. Il n'en reste pas moins que dans certains cas, on est allé, encore une fois, vers la liberté, dans d'autres cas, vers l'oppression et la guerre. Il y a un historien israélien qui s'appelait Talmon, qui avait fait une distinction célèbre entre deux formes de démocratie. La démocratie libérale et la démocratie totalitaire. Il donnait comme exemple premier de la démocratie totalitaire dans le monde moderne la Révolution française, la Révolution de 1789 et sa suite, c'est-à-dire 1792 et les massacres de septembre, 1793-94, avec la terreur, avec les guerres lancées contre toute l'Europe. Tout cela s'est terminé, comme vous le savez, par une dictature militaire, celle de Napoléon. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde arabe, en Tunisie et en Égypte et peut-être dans d'autres pays? Il se passe quelque chose qui est aussi ancien que l'islam. Toute l'histoire de l'islam, c'est en gros un combat entre deux formes de pouvoir. Il y a celui qui détient le pouvoir politique et il y a en face des gens qui vont le défier, qui parfois échouent, dans ce cas-là, on leur coupe la tête, mais qui parfois l'emportent, et dans ce cas-là, ils coupent la tête au maître précédent, au sultan précédent, et ils deviennent sultans à la place du sultan. Les deux pouvoirs, c'est en quelque sorte le pouvoir temporel et un pouvoir spirituel ou culturel. C'est le pouvoir des chefs religieux qui commencent par enseigner l'islam, prêcher les vertus de l'islam, puis peu à peu ils se mettent à prêcher un retour à l'islam pur, à l'islam droit, à l'islam des origines. Ne croyez pas que ceci est uniquement du XXIe siècle ou du XXe siècle. Ne croyez pas que tout ceci a commencé avec les Wahhabites en Arabie Saoudite ou avec Khomeini en Iran. Ceci est aussi ancien que l'islam. Et toute l'histoire de l'islam, c'est une histoire de chefs religieux ou parfois de chefs qui ne sont pas religieux mais qui manient un pouvoir quasi religieux, le pouvoir culturel, le pouvoir de la parole, le pouvoir oratoire, le pouvoir de l'éloquence, et qui, par ce moyen, renversent le sultan en place et deviennent sultan à la place du sultan, calife à la place du calife, etc. Regardez Moubarak. Qu'est-ce qu'on reproche à Moubarak? On lui reproche d'avoir été un dictateur? Soyons sérieux. Est-ce qu'il y a un seul chef d'État dans tout le monde arabe, je dirais dans tout le monde islamique, qui peut être considéré comme un chef d'État totalement démocratique comme nous en connaissons en Occident? Il n'y en a pas un seul. Les maîtres des États arabes et islamiques, certains d'entre eux sont finalement des gens plutôt sympathiques, plutôt raisonnables. Je pense par exemple au roi du Maroc qui, depuis qu'il règne, n'a donné que des preuves de modération et de sagesse jusqu'à présent. Il peut y avoir des
tyran sanguinaire, mais il n'y a pas de chef d'État démocratique dans le monde arabe, et Moubarak se situait dans une bonne moyenne. Il n'était pas le pire, il n'était pas le meilleur. Qu'est-ce qu'on va reprocher ensuite à Moubarak? D'avoir été corrompu, pas mépriser les pauvres et encourager les riches. Là encore, soyons sérieux. Qu'est-ce qui se passe en Chine, autre pays démocratique, comme chacun sait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe en Chine? La Chine veut sortir du sous-développement. Comment fait-elle? Eh bien, il y a une seule manière de sortir du sous-développement. On favorise pendant longtemps une minorité de la population. On s'arrange pour qu'une minorité de la population atteigne un certain niveau et on espère qu'elle finira par entraîner le reste de la population. C'est ce que la Chine fait aujourd'hui, et les résultats que nous voyons. C'est ce que le Brésil, depuis la dictature militaire des années 60 et 70, a fait aussi. C'est le système classique du développement accéléré dans le tiers-monde, depuis que le tiers-monde existe. Moubarak n'a pas fait mieux. Peut-être qu'il y a eu des côtés sordides dans la corruption, il y a toujours des côtés sordides dans sa corruption. Il n'a pas fait ni mieux ni pire que d'autres dirigeants de ce qu'on appelait naguère encore le tiers-monde et qu'on peut continuer à appeler de cette façon-là si vous voulez. Non, le vrai crime de Moubarak, la vraie faute de Moubarak, pire qu'un crime, une faute, la vraie faute de Moubarak, c'est celle par laquelle il vient de tomber. La vraie faute de Moubarak, je l'ai compris lorsque j'ai interrogé un homme tout à fait remarquable qui s'appelle Tzvi Mazel. Tzvi Mazel est probablement le diplomate israélien qui connaît le mieux l'Égypte et qui en tout cas a le mieux connu Moubarak. Tzvi Mazel en effet a été ministre plénipotentiaire au Caire pendant 3 ans lors de la toute première ambassade israélienne en Égypte auprès de Sadat, et ensuite il a été plus récemment ambassadeur en Égypte pendant 4 ans auprès de Moubarak. Et j'ai demandé à Tzvi Mazel, question que chacun d'entre nous s'est posée un jour ou l'autre. Est-ce que Sadat était sincère lorsqu'il est venu à Jérusalem? Ou bien est-ce que sa stratégie était un piège où il voulait entraîner Israël? Et Tzvi Mazel m'a dit, je ne sais pas, mais la seule chose que je puis dire, c'est que sous Sadat, il y avait un effort de la part du gouvernement égyptien pour dire au peuple égyptien que la paix était une bonne chose et que les Israéliens finalement étaient des voisins avec lesquels il fallait vivre. Et lorsque Moubarak a remplacé Sadat, cet effort de pédagogie vers la paix a disparu et le régime, tout en veillant à conserver des relations de paix avec Israël, tout en allant dans certains cas jusqu'à s'engager dans une coopération stratégique et diplomatique très étroite avec Israël, a laissé se développer au sein de l'opinion égyptienne les pires stéréotypes, les stéréotypes les plus, consternants, les plus totalitaires aussi, que l'on peut imaginer dans la culture arabe contemporaine. Je vais vous donner un exemple frappant de ce déclin qui s'est produit sous Moubarak. La génération ancienne des écrivains égyptiens, ceux qui ont aujourd'hui 80 ans, le prix Nobel Neguib Mahfouz, n'est-ce pas, et d'autres, tous les écrivains égyptiens qui ont, on va dire, plus de 60 ans, ont été pour la paix avec Israël et continuent à dire qu'ils sont pour la paix avec Israël. L'écrivain égyptien de la nouvelle génération, le plus célèbre, j'oublie son nom à l'instant, mais je me rappelle le nom du livre qu'il a rendu célèbre, certains d'entre vous l'ont peut-être lu, L'immeuble Yacoubian. Ce livre a été publié vers 2002 ou 2003, je ne me rappelle plus très bien. Un très beau livre, je l'ai lu, il est très beau, il est très touchant, très humain. Eh bien, cet écrivain de la nouvelle génération a fait un scandale récemment parce qu'une maison d'édition israélienne avait acheté les droits de son livre qui avait été cédé à une maison d'édition américaine pour en faire une traduction en hébreu.
Et il s'est répandu partout en Égypte pour dire « c'est un scandale, je refuse absolument que mon livre soit traduit dans la langue d'Israël, dans la langue hébreu, je n'ai rien à faire avec Israël. » Voilà un exemple de l'effondrement culturel, idéologique, si vous voulez, qui s'est produit sous Moubarak. Et cet effondrement a fait que lorsque les circonstances s'y sont prêtées, eh bien, tout simplement, le régime n'a plus eu, enfin, en tout cas, le président Moubarak n'a plus eu aucune légitimité. Il suffisait à quelqu'un de dire Moubarak est l'agent des sionistes, Moubarak est un corrompu parce qu'il est l'agent des sionistes, pour que, effectivement, vous voyez peu à peu une foule qui se forme sur la fameuse place Tahrir du Caire et une armée qui n'ose pas tirer sur cette foule parce qu'elle se dit là on est en plein dans les mythes nationaux, si nous tirons sur un mythe national, bientôt c'est sur nous qu'on tirera aussi. Je continue un petit peu, si vous voulez, dans cet ordre d'idées. Une vraie révolution, mais une révolution dangereuse. J'ai regardé, vous avez peut-être regardé aussi, une émission d'Yves Calvi il y a, hier, avant-hier, je ne me rappelle plus très bien, et on interrogeait des gens sur la place Tahrir, on leur demandait s'ils étaient contents du fait que Moubarak s'en soit allé. Et il y a un bonhomme, on peut supposer être un peu islamiste, enfin il portait la barbe islamiste, pas trop âgé, pas trop jeune non plus, qui tient le langage suivant. Moubarak a prétendu qu'il luttait contre la corruption, mais il n'était pas sincère. Si Moubarak avait été sincère dans sa lutte contre la corruption, il aurait lui-même amené les ministres, ses ministres, ici sur la place Tahrir, pour qu'on les condamne à mort et qu'on les pende. Je ne sais pas si vous saisissez bien ce qui se dit dans une phrase comme ça. On prend ça pour quelque chose de très naïf, etc. On sourit, on rigole, mais fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la notion même de droit n'existe pas dans cette foule révolutionnaire, que ces hommes sont déjà condamnés à mort, que la notion même de droit, de procès équitable, n'est même pas entrée dans cette foule, que cette foule pense collectivement sur des modes de massacre, sur le mode des massacres de septembre que l'on a connu en 1792 en France, et pas sur le mode d'une révolution vers le droit et vers la justice. Il y a un autre point dans le même ordre d'idées. L'un des dirigeants présentés comme démocratiques, libéraux, non intégristes de l'opposition égyptienne actuelle, chef du parti qui s'appelle le Parti de l'Avenir, a été interrogé par toutes les télévisions, par tous les journaux du monde depuis 2-3 jours, et il dit ceci. Ce que nous allons faire, nous allons renégocier le traité avec Israël. Le traité avec Israël, tel qu'il a été signé, on ne peut pas le garder, il doit être renégocié parce qu'il est trop favorable à Israël. Et là encore, je trouve que c'est très intéressant parce que qu'est-ce que dit cet homme politique non intégriste, modéré, libéral? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit la même chose que le vieillard sur la place Tahrir. Il dit que le droit n'existe pas parce que le droit, cela signifie que les traités doivent être respectés. Si les traités ne sont pas respectés, ça veut dire que c'est la guerre perpétuelle, que chaque nation est un loup pour une autre nation. En latin, on dit pacta sunt servanda. Il est dans la nature d'un traité d'être respecté. À partir du moment où un traité est signé, le traité est la loi suprême, elle s'impose même à la loi nationale, elle passe au-devant de la loi nationale. Je trouve tout à fait intéressant de voir, encore une fois, chez un homme politique que l'on présente comme étant intelligent, ouvert, le même mépris du droit que dans la foule septembriseuse de la place Tahrir.
Beaucoup de questions ont été abordées, je ne veux pas m'étendre trop longtemps. Je voudrais simplement ajouter une chose, c'est que sur l'Europe, là encore, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'optimisme de Daniel Pipes. Je crois que nous sommes vraiment maintenant allés très très loin dans un désarmement moral et intellectuel de la société européenne. Je pense qu'un pays comme le nôtre, la France, où l'on trouve normal de laisser parler, pérorer des gens tels que Stéphane Hessel, tels que Marc-Édouard Nab, tels que le fils Bedos, tels que, on pourrait en ajouter beaucoup, eh bien un pays de ce type est un pays qui est profondément malade. Merci.